judiciaire du 13 novembre 2015, comme tous les matins, avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, oui ça revient la chronique. Et oui ça revient, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et on va revenir justement ce matin sur une séquence intéressante du procès historique de ces massacres du 13 novembre. Les expertises psychiatriques et psychologiques des accusés. Les psychologues ont défilé en effet devant cette cour d'assises spécialement composée de professionnels. Certaines explications ont été édifiantes et lumineuses, mais d'autres ont montré les limites de l'exercice finalement. D'abord Michel, peut-être une question, à quoi servent véritablement ces expertises ? Oui c'est vrai, c'est important de le dire. Je vais d'abord tenter d'y répondre, mais je voulais déjà rappeler que dans ce long procès, les experts et les psychologues ont déjà dessiné un portrait psychologique des accusés dans le cadre de la présentation générale, c'était en novembre 2021. Incontournable donc dans la procédure judiciaire, ces examens visent à déceler les troubles psychiques chez un accusé et doivent, en théorie, vous l'aurez compris, permettre de déterminer s'ils ont entraîné une abolition ou une altération au moment des faits. On se souvient, vous en souvenez de l'affaire évidemment Sarah Halimi ou encore Sébastien Selam. Alors je vous le dis tout de suite, aucun des 14 accusés n'est dans ce cas et tous ont été déclarés responsables sur le plan pénal, accessible à la peine. On attend beaucoup de ces experts. Peut-être trop. Un examen psychiatrique ne peut être que décevant, a même dit dès le départ l'un des plus célèbres experts psychiatres, Daniel Zagouri, qui a admis la limite de l'exercice avant de faire son rapport sur Salah Abdeslam. Alors Michel, on l'a compris, le principal accusé des attentats du 13 novembre 2015 ne souffre en tout cas d'aucun trouble psychiatrique. Qu'a pu dire l'expert sur justement cet unique survivant, ce seul homme encore en vie des commandos ? Qui pour nous est inhumain, était pour lui surhumain. C'est ce qu'a lancé Daniel Zagouri, qui a posé d'ailleurs les questions clés. Est-il réadaptable ? Comment un homme aussi ordinaire a-t-il pu participer à une telle destruction de masse ? Le mal est souvent banal. On se souvient du procès d'Eichmann et la thèse de Hannah Arendt, bien sûr. Il se commet au nom de ce qu'on croit être le bien, le bon, le juste. Je cite toujours Daniel Zagouri, l'un des deux psychiatres qui a examiné Abdeslam à sa prison de Fleury-Mérogis en novembre dernier. Le seul survivant des tueries donc ne souffre d'aucune pathologie. Il est accessible à une sanction pénale, mais il a les moyens intellectuels de se réadapter, dit en tout cas l'autre psychiatre Bernard Balivet. Il faut dire que devant ces experts, Abdeslam a assumé son engagement délibéré et assumé au service de l'État islamique. C'est donc un homme ordinaire prisonnier d'une déshumanisation totalitaire, ce qui pour nous est inhumain, donc dit encore Zagouri, pour lui tenait du surhumain. Alors peut-on imaginer, Michel, que ceci relève dorénavant du passé et qu'ils aient évolué ? Alors c'est une bonne question, Ilana. Peut-on parler en fait au passé en quelque sorte de ces gens-là ? Et je cite Daniel Zagouri, en 2015, sa radicalisation l'a débarrassé de tout débat interne. L'attentat était pour lui un mal nécessaire et les victimes chosifiées. Salah Abdeslam n'est-il plus le robot de Daesh ? A-t-il évolué devant la souffrance des victimes ? C'est ce qu'a demandé la Cour, sans aucun doute, mais il ne pourra exprimer ses sentiments que lorsqu'il abandonnera ce carcan totalitaire qui pense à sa place, qui lui enlève toute existence propre. Oui, alors les avocats bien sûr de la défense veulent espérer que Abdeslam pourrait redevenir le petit gars de Molenbeek, la banlieue de Bruxelles, ou gardera-t-il la psyché du soldat d'Allah halluciné ? Nous n'avons pas la réponse, elle lui appartient, concluent les psychiatres. Abdeslam, vous en souvenez, a présenté des excuses aux victimes, mais son discours est resté très ambivalent concernant son rapport à la cause de Daesh. Alors un autre accusé, l'homme au chapeau à Brigny, qui lui aussi affirme avoir renoncé aux attentats, a été examiné et c'est un autre exemple de ce qui a été dit au tribunal. Oui, pour vous dire ce qui a été dit, l'ambiance, pour lui, le psychiatre belge conclut également à l'absence de pathologie mentale. Aucun déséquilibre, c'est un homme ancré dans la réalité, marqué par la mort de son frère en Syrie. Mohamed Abrini, c'est celui qui a renoncé, dit-il, à commettre le pire dans la nuit du 12 au 13 novembre. Et il était prévu parmi les tueurs du Bataclan et quelques mois plus tard, à l'aéroport de Bruxelles, il m'a affirmé avoir renoncé à cause des familles et des enfants dans la file d'attente. Mais il y a peut-être un instinct de survie. Abrini s'est comporté un peu comme un adolescent qui veut tester ses limites. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbi. On vous retrouve demain sur Radio J.